Bonjour, il s'agit d'un cours sur la chromatographie. Les différentes techniques sont exposées, leurs principes et les réalisations expérimentales. Et le premier thème que je vais aborder, c'est le thème de la chromatographie. C'est une technique qui est extrêmement performante pour la séparation des composés en chimie organique. Elle n'est pas limitée à la chimie organique, mais c'est vraiment en chimie organique qu'elle trouve tout son intérêt. Elle a été découverte très simplement, et c'est une expérience qui peut être refaite. Prenez une craie. Alors ces craies ne marchent pas, c'est les craies carrées. Vous savez, il y a différentes craies, et les craies carrées marchent bien. Et vous mettez un mélange de deux composés organiques colorés sur la craie, et puis vous mettez quelques gouttes de solvant, et vous voyez que vont descendre le solvant et les produits risquent de descendre à vitesse différente. Alors, cette expérience qui date du XIXe siècle était faite pour séparer des colorants, d'où le terme chromatographie, donc c'est un graphe des différentes couleurs qui sont dans la solution. Et actuellement, c'est la grande technique de séparation en chimie organique. Donc, les possibilités de chromatographie actuellement sont la chromatographie en couche mince. Les Anglais y mettent TLC, si vous voyez ça dans un truc anglais, c'est une meilleure chromatographie. Vous avez les chromatographies en colonne. Ce sont les deux seuls que vous ferez. Et pour information, il existe les CPG chromatographie, CPG chromatographie en phase gaz, et HPLC, High Pressure Liquid Chromatographie, là on est en phase liquide. Elles sont toutes sur le même principe. Les deux premières se font sur une paillasse avec du matériel de laboratoire. Les deux autres sont des chromatographies qui nécessitent des gros appareils. Vous avez un en entrant dans la salle de spectro, sur la droite, c'est un appareil de CPG ou CPD, chromatographie face à peur. Ceux qui veulent absolument voir un HPLC, vous demanderez à des chimistes du laboratoire de vous emmener. Ici, c'est une technique très courante, sauf que ça ne se trouve pas à l'oral de la plaquette. Donc, je dirais deux mots quand on passera ici, mais sur la chromatographie en couche mince, le principe est le suivant. Vous avez une ligne de dépôt, et cette ligne de dépôt, je vous recommande de la tracer effectivement, c'est très pédagogique, sans graver la plaque, mais avec un crayon et une ligne très légère, et vous vous mettez à une hauteur plus grande que la quantité d'éluant que vous allez avoir, quantité de solvant que vous allez avoir dans votre cuve de révélation, cuve de séparation. Et puis vous déposez, alors généralement si vous avez les composés A et B en mélange, souvent ce qu'on fait c'est qu'on dépose A pur, B pur et le mélange. Et il est essentiel, on va voir pourquoi dans un instant, que les dépôts soient aussi petits en diamètre que possible, parce que quand vous allez faire la séparation, plus c'est gros, plus vous allez avoir quelque chose de peu séparé, et en plus visuellement pas très beau. Donc je précise ça expérimentalement dans un instant. Et donc quand vous mettez ça dans une cuve d'élution, que généralement vous tapissez d'un papier filtre qui va être imbibé du même élément, le solvant que ce qui est ici. Donc je vais mettre le solvant en couleur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le solvant, alors on appelle éluant parce que c'est une émulsion, même si c'est un mélange de solvants, qui va migrer par capillarité le long de la plaque et qui va entraîner les produits organiques en fonction, on va dire, de leur coefficient de partage. On avait vu ce terme la dernière fois. Coefficient de partage entre la phase fixe, qui est le support qui est ici, et la phase mobile.
Donc, ce n'est pas une condition de partage entre deux phases liquides, comme on a vu la dernière fois. Cette phase fixe va absorber, c'est-à-dire va fixer à sa surface, plus ou moins l'élément A, B et les autres composés. Et dans ce plus ou moins, le rapport entre l'aisance à fixer les composés sur la phase fixe et leur solubilité dans la phase mobile, eh bien, il va y avoir une migration plus ou moins rapide. Par exemple, quand l'élément en est à ce niveau-là, il est possible que A en soit à ce niveau-là et que B en soit à ce niveau-là. Et donc, cette compétition entre les différents composés permet la migration, parce que dans AB, vous aurez A et B ici, et peut-être un petit peu d'un autre composé ici que vous ne savez pas si vous êtes ici. Alors, j'arrive. Ce qui est important, c'est que ce qui est reproductible, quand vous avez le même élément et le même support, eh bien, c'est ce qu'on appelle le RF, rapport frontal, qui consiste à la hauteur en centimètres de A, par exemple, sur la hauteur en centimètres du solvant, du diluant. Et ça, c'est reproductible d'une chromatographie à l'autre. Et donc, à quoi sert le papier filtre qui est derrière? C'est que si vous n'avez pas le papier filtre, vous avez de grandes chances que votre atmosphère ne soit pas saturée en vapeur saturante diluante. Et si c'est le cas, alors ça c'est ma plaque du profil, l'éluant va monter et en partie s'évaporer. Et si ça s'évapore, tout ce qui s'évapore, c'est de la migration vers le haut en moins. Et donc, c'est du rapport frontal, il va être plus grand que prévu, puisque ça sera moins petit que ce que ça doit être. Donc, pour que vous ayez aucune évaporation ici, eh bien, vous mettez ce papier filtre que vous imbibez de diluant, donc vous le mettez, puis vous faites un petit peu comme ça avant de commencer l'expérience, et vous avez ensuite la garantie que c'est bien saturé, que ceci sera reproductible, et donc que les restes sont reproductibles. Voilà donc l'intérêt de ce papier filtre qu'il ne faut pas manquer de mettre pendant l'expérience. Il faut le mettre avant, parce qu'une fois que c'est commencé, on ne peut plus rien toucher. Alors, les supports ici sont généralement de la silice. La silice, la formule c'est SiO2, c'est du sable. L'oxyde de silicium, c'est le constituant principal du sable. Ça peut être également l'alumine, Al2O3. Ça peut être du papier. Le constituant papier peut servir de chromatographie. Ça peut être un t-shirt. Si vous voulez faire la chromatographie, vous mettez du sirop, différents sirops dans l'eau, vous mettez votre t-shirt, et puis ça va monter, ça va faire des choses. Donc c'est un support qui a la propriété fondamentale d'absorber les substances en solution. Et si vous n'avez pas cette propriété, alors ça n'a pas d'intérêt. Et cette absorption ne peut pas être trop forte, parce que si elle est trop forte, rien ne migre. L'élément va migrer, puis AED vont rester en bas et vous n'aurez pas de séparation. Et donc vous avez cette possibilité, et quand vous raffinez un peu la chose, eh bien, vous pouvez doper la silice ou l'alumine, par exemple, vous mettez du nitrate d'argent, parce que les ions argent qui vont être répartis vont capter un peu plus, par exemple, des alcènes, et donc vont pouvoir séparer les alcènes d'un composé voisin qui n'a pas de liaison unique, etc. Donc tout ça, c'est des subtilités, mais généralement, vous n'avez pas à régler les conditions de la chromatographie. Vous les prenez comme elles sont décrites. Il faut des fois des semaines de travail pour régler une bonne chromato. Donc ce n'est pas votre problème. Si ce n'est pas, réglé, ben, ne cherchez pas vous-même à le régler, vous n'avez pas le temps, sauf peut-être en TP ici une fois pour voir à quel point c'est compliqué. Et l'éluant agit très souvent par sa polarité. Donc j'ai dit tout à l'heure son pouvoir de solubilité. En fait, ce qui est très important, c'est la polarité. La polarité d'un solvant, c'est à la fois, ça tient compte de l'epsilon relatif et du moment dipolaire de la molécule.
Donc par exemple, pour l'eau, c'est 80 et quelques. Pour les alcanes, ça va être 2 ou 3. Pour l'éthanol ou l'acétone, ça va être dans les 20. Donc ça caractérise c'est le même epsilon que ce qui est dans les formules de condensateur. 1,4 pi 0 epsilon R. Ça fait une grandeur. Voilà. Ici, le moment dipolaire s'exprime en 2 bails. En D, 2 bails. Et il est égal à la charge Q que multiplie la distance entre les charges. Si vous avez un A, un plus ici et un moins là, ce plus et ce moins étant des charges partielles sur une molécule, sur une certaine distance, eh bien vous avez un moment dipolaire, et c'est le même moment dipolaire qu'en physique, sauf que ici on l'applique à des charges partielles sur des molécules avec des distances qui ne sont pas faciles à définir. Globalement, le moment dipolaire de la molécule ici est une grandeur vectorielle qui est égale à la somme de tous les moments dipolaires des liaisons. Par exemple, pour l'eau, une molécule pas bien compliquée, vous allez avoir un moment dipolaire ici et là pour chacune des liaisons, et bien la molécule a un moment dipolaire qui va avoir cette longueur-là. Et c'est intéressant de connaître ça. Bref, la polarité, c'est un mixte des deux, c'est-à-dire que vous allez avoir des grandeurs, des solvants dont la grandeur mu va être un petit peu comme ça, et puis l'epsilon va être un petit peu comme ça, et tout ça, c'est un mélange de l'ensemble. Et plus un solvant est polaire, et plus les composés vont migrer vite. Donc c'est un équilibre entre souvent deux éléments, on en met un polaire et un non polaire, et puis la proportion de l'un et l'autre permet d'ajuster de façon à ce que A et B se trouvent vers la moitié pour être bien séparés. Donc ça c'est ce qui est derrière cette expérience qui est un petit peu simple à réaliser et qui permet de faire des séparations de composés assez difficiles à faire autrement. On prenait des colorants, les colorants c'est pas volatile, et on ne peut pas faire de distillation pour séparer votre colorant bleu d'un colorant rouge. Avec ça c'est instantané. Donc voilà le principe de la chromatographie. Si vous allez l'enseigner, vous pouvez prendre une métaphore. La métaphore classique, c'est on met deux coureurs et puis on les fait courir sur une piste. Et on arrive, le premier qui arrive, il est séparé de l'autre qui est un peu plus lent. Faites attention, c'est très bien d'utiliser une métaphore en pédagogie, mais il ne faut pas s'arrêter à la surface. Il faut descendre dans la structure de la comparaison. Alors, par exemple, dire que la piste va être plus ou moins difficile à courir, donc ça va être, on va dire, un élément qui absorbe beaucoup. Donc, piste, élément, vitesse de course, rapport dans les deux grandeurs que j'avais mises d'absorption sur la phase fixe et la polarité sur la phase mobile. Il faut enrichir votre métaphore, sinon ça passe pour un gadget. C'est important ça c'est très bien d'utiliser une métaphore, c'est très mal si elle est trop superficielle. Il faut lui donner un petit peu de contenu. Alors quand on a compris ça, les autres chromatographies, oui. Juste une question. Si on a un émulgent qui est composé de deux solvants, Oui. la migration sur phase mobile doit faire en sorte que la composition des gluants en montant va être différente. Donc que la vitesse va changer. Non, les éléments vont migrer à la même vitesse. Parce qu'ils ne vont pas s'accrocher sur comme une molécule qui peut avoir des fonctions, etc. Donc là, je ne sais pas sur quoi je me base pour dire ça, mais on considère, et c'est le cas, que l'élément qui arrive ici a la même composition que l'élément qui était en bas. Voilà. Des petites molécules comme les éléments, etc., elles grimpent très très vite. Voilà. Donc je n'ai pas de données, il faudrait demander à des harmoniciens, je te dirai si j'ai l'information. Donc, maintenant que l'on sait ça, les autres chromatographies s'expliquent de la même façon. La chromatographie sur colonne, c'est la même chose, mais la phase fixe ici remplit la colonne. Ça va être la silice par exemple.
Généralement, on met un peu de quelque chose en haut, on met un sable grossier qui est aussi de la silice, mais qui a une autre fonction. C'est que quand on ajoute de l'élément par le haut, on déforme la surface qui est là de façon mécanique. Or, si vous déformez la surface qui est là, c'est comme si vous permettiez à des joueurs, à des coureurs, de ne pas être sur la même ligne de départ. Et donc, du coup, comme vous n'avez pas un coureur A et un coureur B, mais un nombre d'Avogadro de A et un nombre d'Avogadro de B, et bien vous allez avoir une migration où les composés de départ vont être comme ceci, et puis au lieu, si c'est fin, ça se sépare, si c'est grand, ben, ça se sépare, mais vous avez toute une frange qui n'est pas séparée. Et bien c'est la même chose ici, il faut vraiment être sur le même point de départ, et on met du coup un peu de sable en haut dont on va accepter la déformation. Et c'est la même chose qu'ici, quand on met une micro-goutte. Si on met une grosse goutte, eh ben, ça veut dire qu'il y aura des coureurs qui seront là et des coureurs qui seront là au départ, et ça va poser le même problème. Et donc, une fois que vous avez fait votre chromatographie, c'est-à-dire vous avez préparé la chromatographie, vous avez mis la silice et vous avez mis l'élément, généralement on met la silice en suspension et on verse tout ça, si bien qu'elle est bien homogène. Parce que si vous mettez d'abord la silice et ensuite le liquide, il peut y avoir des poches qui se forment avec des phénomènes bizarres qui vont perturber. Donc on met tout en suspension, voilà, on verse, et puis après on arrive jusqu'à avoir l'élément à la surface du sable ici, et puis on introduit le produit, donc aussi concentré que possible, pour pas qu'il soit trop large, et puis on le fait rentrer tout doucement, donc ici bien sûr pour récupérer, on le fait rentrer, on met un petit peu de temps, puis quand il a commencé à rentrer dans la colonne, après on peut rentrer de l'élément jusqu'en haut, et puis on fait descendre, et puis alors si c'est coloré, c'est pas dur parce qu'on voit le vert qui passe, et quand le vert passe, on le récupère, et quand le rouge passe, on le récupère. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des composés colorés, eh bien vous récupérez, vous arrêtez, vous faites une petite chromatographie ici que vous révélez, et vous dites, ben, j'ai encore rien, et je recommence, puis le troisième, j'ai encore rien, la 20e petite plaque, vous n'avez encore rien, la 21e, vous voyez apparaître B. Et donc là, tout ce qui récupère en B, vous le mettez à part, tout en faisant des plaques pour être sûr de savoir quand est-ce que B passe, a cessé de passer, et ensuite vous attendez que ça passe, etc. Donc une chromatographie sur colonne s'appuie sur une chromatographie plaque, dont on fait l'hypothèse que la vitesse de migration ici est à peu près la même. Celle-là est dite analytique, celle-là est dite préparative. Là, on va sortir de la matière. À la fin, on évapore le solvant, et on a de la carbonate. Alors que là, on n'a rien. Parce que les quantités sont impossibles à récupérer, trop petites. La CPV, l'HPLC, c'est pareil, sauf que ce sont des colonnes dans lesquelles on met le produit en phase vapeur, et puis le produit interagit avec la colonne, et puis voilà, et l'HPLC, c'est pareil en phase liquide, à haute pression. Donc, la chromatographie, la seule description de la CCM permet théoriquement de comprendre toutes les autres expériences. Oui. Le rapport frontal dépend de l'espace chimique, Oui. du solvant et de la support. fixe. Oui. Dans le handbook, Oui. existe-t-il un chapitre sur les rapports frontaux? Non. Non. Alors, Parce que ta phase fixe, ouais. si tu mets ta plaque à l'étuve, elle va se déshydrater et elle ne sera pas la même que si tu ne l'avais pas mise à l'étuve. Donc il y a un nombre de paramètres sur la phase fixe qui sont incroyablement différents. Et du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on les détermine soi-même. Et donc il n'existe pas de thème de rapport frontaux? Non, il n'existe pas de table. Dans chaque cas, on l'établit et ça permet de, quand on reproduit l'expérience, de se dire, bon, on sait que dans ces conditions, le RF vaut 0,32 et puis la migration ici, alors ça c'est plus pour vous les physiciens que j'ai dit ça, la migration est en compétition avec la diffusion. Si bien que le profil, ça c'est le point zéro, et ça c'est la distance à l'injection ou au départ du dépôt, etc. Eh bien vous allez avoir ici votre répartition du composé A qui va être comme ceci. Et si j'attends, parce que je fais migrer, A va être comme ceci, l'air ici
va être la même que là. Et si je l'attends encore un peu plus, je vais avoir un truc extrêmement épais. C'est dû à la diffusion qui se produit sur le support. Donc, si vous devez faire des séparations difficiles, il faut trouver le compromis qui permet d'avoir suffisamment de séparation et pas trop de diffusion. Là, je vais exagérer. Mais globalement, on considère que la largeur à mi-hauteur augmente comme la distance au départ.